Le disque vinyle fut le premier support audio commercialisé qui permit d'écouter les enregistrements de musique au grand public. Introduit en 1900 et régulièrement amélioré, notamment lors de son passage au micro-sillon stéréo en 1947, le fameux disque noir souffrait d'un inconvénient majeur. Plus on écoutait un disque, plus il s'abîmait. C'était le paradoxe de ne pas pouvoir profiter durablement de ses musiques préférées. En 1964 fut commercialisée la cassette audio, heureuse héritière des fragiles systèmes à bande magnétique, inventés à la fin des années 20. La cassette permettait enfin d'enregistrer soi-même ses disques ou la radio. Comme le vinyle, la cassette s'altérait aussi au fur et à mesure de son utilisation, et de plus nécessitait d'être rembobinée pour accéder à un autre morceau que celui que l'on était en train d'écouter. Inventé en 1979 et commercialisé les années suivantes, le CD audio fit entrer la musique numérique dans toutes les maisons. Théoriquement inaltérable, puisqu'aucun dispositif mécanique n'entre au contact de sa surface pour le lire, le disque compact s'est progressivement transformé en média polyvalent, capable de stocker les programmes pour ordinateur avant de devenir à son tour enregistrable. Notons également l'apparition d'autres médias numériques comme le DAT ou le minidisc, qui, s'ils n'ont pas connu l'immense succès de leurs cousins, restent très utilisés notamment par les professionnels de la musique. Avec l'informatisation massive constatée actuellement dans le secteur musical, bien des supports numériques peuvent stocker les fichiers musicaux, désormais assimilés à des formats de fichiers comme le MP3. Le principe même du numérique permettant de dupliquer les fichiers à l'identique, la copie d'œuvres musicales devient un sujet épineux dont l'histoire houleuse est en train de s'écrire sur fond de marché en pleine mutation. Passons maintenant du contenant au contenu et intéressons-nous au son et à son passage en mode numérique. Nous savons que le son peut être représenté sous la forme d'une ligne continue, formant des ondulations plus ou moins amples en fonction de l'intensité du son émis. Également, le sonogramme d'un son aigu montrera des ondes très rapprochées, tandis que celui d'un son grave affichera des ondes largement espacées. Observons le processus de numérisation. L'opération consiste à capturer le son, puis à en dresser une sorte de carte, traduite en bits pour sa dynamique et en hertz pour sa fréquence d'échantillonnage. Plus la méthode de cartographie sera fine, plus la capture du son sera précise et fidèle à l'original. Pour se faire une idée plus concrète, écoutons 3 extraits sonores échantillonnés avec différents paramètres. En 16 bits à 44 kHz, le standard du CD audio, le son est clair et nuancé, et les différents instruments peuvent être distingués les uns des autres sans problème. Il est quasiment impossible de faire la différence entre l'enregistrement original et sa version numérique. En 8 bits à 22 kHz, la résolution étant moindre, les sons les plus nuancés se perdent en un bruit de fond, et la faiblesse de fréquence d'échantillonnage provoque la perte des sons les plus aigus. C'est sous cette qualité que nous entendons la plupart des radios sur le web. En 8 bits à 8 kHz, le son est tassé et inadapté pour la musique. Cependant, ainsi compacté, le son ne pèse plus très lourd informatiquement parlant. Pour cette raison, ces paramètres sont ceux utilisés pour la transmission de la voix sur les réseaux téléphoniques.